Je voudrais avant tout remercier mes amis Fernando González et Alberto Laza, ainsi que Bernard Gols, de m'avoir invité à prendre cette position de modérateur dans cette table ronde qui a toute l'air, qui se présente comme très intéressante. Et je voudrais dire un mot aussi à propos de l'absence de ces deux grands maîtres de la pédopsychiatrie qui sont Juan Manzano et Jacques Hockman, qui sont aujourd'hui absents pour de différentes raisons et qui représentent certainement des auteurs, des cliniciens très importants dans le contexte de la pédopsychiatrie internationale, francophone. Et Juan Manzano, évidemment, il est bien connu en Espagne, mais il travaille, et il a travaillé à Genève, Jacques Hockman à Lyon, et qui ont beaucoup produit à propos de l'autisme. En particulier, je voudrais, comme ça, me souvenir, là, du grand travail que Manzano a conduit avec un autre Espagnol qui a travaillé à Genève, Palacio Espaza, Francisco Palacio Espaza, et le grand travail qu'ils ont fait autour du follow-up d'une centaine de cas de jeunes enfants autistes. Ça a été un travail très important qui nous a beaucoup appris. Ça fait déjà une vingtaine d'années. Jacques Hockman, d'ailleurs, on le connaît, il est un grand historien de la psychiatrie et particulièrement de la psychiatrie du jeune enfant, de l'autisme infantile. Bon, donc, à propos de l'argument de cette table ronde, l'autisme infantile, ce syndrome que Léo Kanner a décrit en premier en 1943, depuis lors, n'a cessé d'interroger, tel un énigme, comme le écrit Nicolas Georgiev dans un livre qu'il a publié, ça fait déjà une quinzaine d'années, un « Que sais-je » autour de l'autisme. D'interroger donc les cliniciens de l'enfance, les divisant souvent en de véritables parties qui ont fait l'histoire du syndrome le long des décennies. D'un côté, les tenants de positions psychodynamiques, on pourrait dire directement psychanalytiques, tandis que de l'autre côté, d'autres cliniciens se réclament d'une causalité linéaire qui mettrait à l'origine de l'autisme une étiologie purement organique et de toute façon endogène, notamment génétique. Or, on connaît désormais une série de facteurs de risque endogènes qui ont été repérés, mais on a en même temps bien repéré l'importance des effets de rencontre, comme le dit si bien Bernard Gols dans son livre dédié à son combat pour les enfants autistes, avec des particularités de l'environnement au sens large. Un environnement qui comprend bien évidemment le milieu humain, avec ses spécificités rationnelles et affectives. C'est ce que nous a appris en particulier Jacques Hockman par ses travaux qu'il a dédiés à un parcours historique autour de l'autisme en tant que conception et dimension clinique, mais qui démontre en même temps toute sa compétence et son expérience sur le terrain de la clinique, quand il propose en particulier la notion de processus autistisant à propos du devenir de l'organisation du trouble, qui ne serait donc ni donné d'emblée en tant que tel, et néanmoins l'effet simple d'un déficit, mais plutôt l'effet d'une histoire interactive entre l'enfant même et ses partenaires plus significatifs. Ce qui démontre aussi l'extraordinaire expérience de Bowlby et d'autres chercheurs et cliniciens qui repéraient à l'intérieur des orphelinats un 30% d'enfants autistes, signalant ainsi l'importance d'un milieu qui
ne va pas affecter tous de la même façon, certainement plus profondément, les porteurs des facteurs de fragilité. Et puis, il y a tout le problème de l'épidémiologie. On en a parlé ce matin assez, mais je voulais encore dire un mot. Cette augmentation incroyable de la prévalence du numéro de cas qui reçoivent un diagnostic de l'ordre de l'autisme. Il faut dire à ce propos que les critères et les paramètres de ce diagnostic ne sont absolument plus les mêmes quand on transite de l'autisme primaire de Kanner. À l'époque de mes études de pédopsychiatrie, on parlait de 1,4 sur 10 000 pour l'autisme de Kanner, qui encore, ça fait une quinzaine d'années, ont repéré de 4 à 10 sur 10 000, et aux actuels, 1 sur 43 de certaines études épidémiologiques américaines, qui remplissent les critères du spectre autistique du DSM. Et puis, encore toute la question sur l'urgence d'un diagnostic précoce, ou bien d'un travail avec une famille pour favoriser un rapport facilitant avec un enfant dont les parents mêmes comprennent si peu ou rien. Et puis, le devenir de ces enfants à l'âge adulte, la question de la prise en charge des jeunes adultes par d'autres intervenants qui ne sont plus les pédopsychiatres et les psychologues de l'enfant. Et je sais qu'ici dans la salle, il y a beaucoup de psychiatres d'adultes qui, j'imagine, seront très intéressés par les questions qu'on ira poser. En définitive, tout le travail avec les familles est dans leur long parcours à partir des premiers doutes et à côté de leur souffrance pour une vie très spéciale à côté d'un enfant qui, dans les cas plus graves, montre de ne pas te reconnaître, jusqu'à la problématique qu'en Italie on appelle « après nous ». Enfin, un tas de questions, et il y en a bien d'autres, sur lesquelles, j'en suis sûr, soit Alberto Lasa, soit Nicolas Georgiev sauront nous donner des aperçus éclairants. Alors, je vais donner en premier la parole à Nicolas Georgiev, que je présente très rapidement. Nicolas Georgiev est professeur de psychiatrie à Lyon, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il est psychiatre de formation psychanalytique, mais il a aussi une formation neuroscientifique. Il est l'auteur de plusieurs publications, notamment sur l'autisme, et il est en plus, il est le tenant d'une position très forte à l'intérieur de la culture pédopsychiatrique française qui mire à construire un débat autour de la neuropsychanalyse. Bon, à toi, Nicolas. Merci beaucoup, mais je vais aller là-bas. Oui. Ah oui, désolé. Tu voulais intervenir en premier. Bien, est-ce que vous m'entendez? Oui, ok. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci surtout de cette invitation aux collègues français, européens, espagnols de la EPEA. J'ai beaucoup de plaisir à être ici. J'ai aussi l'honneur de remplacer au pied levé Jacques Hockman, dont je peux vous donner des nouvelles très heureuses pour le moment. Donc, il a eu un problème de santé qui l'empêchait de venir, mais il s'intéresse à tous ces débats et je lui rendrai compte des échanges ici. Alors, mon propos, c'est de vous parler de l'autisme. Bon, il y a une infinité de manières de parler de l'autisme. Mon propos, c'est de vous parler des modèles qui sont supposés les modèles dominants, c'est-à-dire les modèles neuroscientifiques et cognitifs de l'autisme, mais d'une manière critique, bien sûr, et en essayant de montrer que, premièrement, en fait, il n'y a pas véritablement de modèle dominant neurocognitif ou neuroscientifique de l'autisme,
bien qu'il y ait une formulation très habituelle que vous avez tous et toutes entendu, qui consiste à dire que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental d'apparition précoce qui altère les interactions sociales et la communication. OK. Ça, c'est une première couche de discours scientifique consensuel, mais dès qu'on s'intéresse un peu plus précisément au contenu des recherches, à la diversité des laboratoires, à la diversité des modèles, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer rapidement, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Et mon propos sera ensuite de vous amener à considérer que nous avons peut-être dans l'actualité scientifique des modèles dominants, et c'est vrai que les neurosciences cognitives et la biologie dominent aujourd'hui en psychiatrie, en pédopsychiatrie comme en psychiatrie de l'adulte, d'un point de vue de force de diffusion et d'ampleur des territoires qui sont concernés, eh bien, il y a dans la complexité des modèles de l'autisme, à mon avis, de quoi nourrir un dialogue tout à fait intéressant avec la psychopathologie, et peut-être même de relancer une psychopathologie qui se nourrisse de plusieurs courants de recherche. Alors, mon propos, il est le suivant, c'est que les modèles pathologiques de l'autisme aujourd'hui en science trouvent vite leurs limites, qu'au-delà de ça, ce qui est même interrogé par la diversité de ces modèles, c'est la nature de l'autisme comme trouble premier des mécanismes ou des fonctions sociales, et que tout cela a des conséquences diverses pour la recherche et pour la pratique. Alors, les modèles de l'autisme comme déficit, bon, c'est ce que j'ai essayé de figurer ici, ce sont les modèles quantitativement dominants, en biologie comme en neuropsychologie, comme en neurosciences cognitives. L'idée, c'est que l'autisme, c'est quelque chose de moins que le fonctionnement normal ou ordinaire. La normalité, moins quelque chose. C'est un modèle classique, c'est le modèle de la neurologie, c'est le modèle de la neuropsychologie des lésions, et il continue d'être très influent, qu'il s'agisse de postuler un déficit non social, je vous rappelle que c'était l'hypothèse du Tafris, le défaut de cohérence centrale, un déficit de fonction cognitive, ou de postuler des déficits dans les processus sociaux, intersubjectifs, communicationnels, relationnels, et ça actuellement ce sont de loin les modèles dominants. Pour Hobson, c'était plutôt l'affect qui était le problème premier. C'est imposé aujourd'hui le modèle dominant d'une déficience plutôt cognitive au sens de la connaissance ou de la compréhension du monde interne des autres, les intentions, les croyances. Bon, vous connaissez tout ça, je vais très vite, ce n'est pas un cours que je vais vous faire. Déficit en méta-représentation, déficit en théorie de l'esprit, mind blindness, moi je préférerais le terme de mind neglect. Et tout ça aboutirait à toutes les particularités de l'autiste dont on sait tous qu'il est un mauvais psychologue ou un psychologue particulier, on y reviendra, et un bien meilleur physicien. On peut dire aussi que l'autiste a plus de facilité avec les logiques formelles qu'avec les logiques naturelles. Mais déjà se pose la question, quand on regarde tous ces modèles très classiques, l'autisme comme somme de déficit des cognitions sociales, le terme de cognition sociale est celui qui est venu rassembler tout ce qui tourne autour de l'intersubjectivité dans des langages plus classiques, c'est qu'en fait, il y a sans doute des déficits, mais il y a aussi des modes de fonctionnement très originaux, qui sont peut-être des stratégies de compensation, et que le modèle du déficit trouve déjà ses limites. C'est plus une manière autre de traiter le social que, avant tout, le fait de ne pas le traiter du tout. Je passe sur la neuropsychologie, qui a exploré toutes les dimensions cérébrales et cognitives du traitement des signaux sociaux, la voix, l'action, le visage, les émotions, etc. Et je terminerai peut-être sur ce point avec les études de bébés, qui semblent effectivement, premièrement, confirmer que les bébés, et là je parle d'études récentes, ont une préférence pour le monde physique, l'inanimé, plutôt que pour le vivant et l'animé, bien que
là aussi, les choses se compliquent. L'intérêt du bébé pour le vivant, pour le social, pour l'humain, semblerait bien être présent dès le début, mais décliné au cours du développement précoce. Et puis récemment, Tony Sherman, l'année dernière à Genève, au congrès de l'ESCAP, a fait une synthèse de ses travaux de recherche sur les bébés à risque, avec une conclusion un peu surprenante, c'est que dans ce cadre de méthodologie de groupe, on ne parle pas d'études d'individus, il n'y aurait pas d'anomalie patente avant 1 an. Bon, ça c'est le modèle déficit cognition sociale dont vous avez tous entendu parler 1000 fois. Quand on le regarde de près, eh bien, les résultats sont variés, contradictoires, et déjà se pose la question de savoir si on est confronté à une somme de déficits ou à une somme de particularités, à une somme de stratégies particulières. Et on voit bien qu'il y a une tendance à voir les modes de fonctionnement particuliers des autistes comme des stratégies de compensation d'un déficit. Pourquoi ? Parce qu'on adopte initialement le modèle neuropsychologique d'un déficit premier. Donc nécessairement, ce qu'on voit, on considère que c'est une compensation du déficit. Y a-t-il déficit ? La question reste posée. Qu'il y ait des particularités, ça va de soi. Alors ensuite, il y a un modèle un peu plus sophistiqué que celui des cognitions sociales, du traitement passif des signaux sociaux, la compréhension des autres. C'est le modèle de l'empathie. Je vais passer très vite parce que je n'ai pas le temps de le développer. Vous savez sans doute tous que l'empathie est une théorie qui a ressuscité, ou en tout cas qui s'est réveillée après un très long sommeil dans la psychologie contemporaine. Elle a été réveillée par la découverte des systèmes miroirs, des systèmes résonants, etc. Lips, s'il était encore parmi nous, serait sans doute ravi de voir que les neurosciences lui donnent quitus, lui montrent qu'il avait raison avant même qu'on puisse le démontrer. Quoi qu'il en soit, on a des raisons de penser que le cerveau est un organe intersubjectif qui réagit à l'activité des autres cerveaux, qui nous permet de nous identifier les uns aux autres réciproquement et de nous comprendre réciproquement, mais plus encore que de nous comprendre, de partager les mêmes états émotionnels, intellectuels, mentaux. Lorsque ce modèle de l'empathie est arrivé dans le champ des neurosciences et de l'autisme, on s'est dit, c'est formidable, on a la clé. Voilà. Les autistes ce sont sans doute des déficients de l'empathie. Bon. Là aussi, si on regarde la littérature d'assez près, rien n'est acquis, les résultats sont contradictoires et les choses sont certainement beaucoup plus compliquées. Et puis, n'oublions pas que le modèle cognitif des cognitions sociales ne traite qu'une partie de nos compétences interactionnelles. Pour les neurosciences, tout se passe comme si notre seule mission, notre seule charge, c'était de comprendre les autres. Mais dans la réalité, nous sommes occupés tout autant à nous faire comprendre des autres, à nous faire connaître des autres. Autrement dit, nous ne sommes pas seulement des récepteurs. Le modèle des cognitions sociales, c'est un modèle de la réception. Nous sommes des émetteurs. Et ça manque beaucoup dans les modèles neurocognitifs contemporains. Comment est-ce que nous émettons ? Pourquoi nous émettons ? Pourquoi nous cherchons tant, comme moi en ce moment d'ailleurs, vous faire partager à tous mes propres petits états mentaux. Bon. Or, l'autisme, c'est, je pense, avant tout ça. Ce sont des enfants qui sont, certes, pas très intéressés par la compréhension des autres, en apparence, mais qui sont surtout, bizarrement, peu soucieux de se faire connaître ou de se faire comprendre des autres. D'où l'idée d'aller encore un pas au-delà. Modèle des cognitions sociales, premier modèle de l'empathie, deuxième modèle de l'intersubjectivité, troisième modèle. Alors là aussi, les neurosciences sont en mesure aujourd'hui de dialoguer avec nous à propos de l'intersubjectivité. Parce que le cerveau est un organe de partage, c'est un organe d'interaction. Donc, on peut tenter de concevoir les bases de l'intersubjectivité au niveau neurobiologique et en psychologie du développement. Là, je fais référence à quelques auteurs, très vite. Jergale, avec la question du goût pour l'altérité, de la curiosité pour le différent de soi, le presque pareil, mais pas tout à fait comme moi. Je refais référence à un article qu'il a appelé « L'obscur objet du désir ». J'y pense parce que je suis aussi ici en Espagne, qui est un article remarquable.
de psychologie développementale. Puis Treverton et Philippe Rochat avec des concepts comme l'autre virtuel et la co-conscience. Ça, ce sont des concepts de psychologie développementale et de neurodéveloppement. Ils peuvent dialoguer avec les interrogations cliniques que nous avons. Mais, je conclus, le modèle du déficit en cognition sociale rencontre des limites. D'abord, on ne sait pas si on est confronté à des déficits ou à des modes de fonctionnement particuliers. Ensuite, on a toute la question des hypercompétences des autistes de haut niveau qui viennent contredire le modèle du déficit en général, qui soit de déficit de fonction exécutive, de cohérence centrale, de cognition sociale. On a ensuite les témoignages d'autistes de haut niveau qui ont beaucoup modifié la compréhension que nous avons de l'autisme, parce que les vrais experts de l'autisme, ça reste quand même les autistes. Nous, on est surtout des experts de la psychiatrie. C'est un peu différent. Et puis, bon, là, je fais allusion à une formule de Laurent Motron. Parler d'intérêt restreint, pourquoi ne pas parler plutôt de désintérêt étendu, hein? Pourquoi cette vision toujours péjorative du fonctionnement des patients? Alors, j'ouvre ainsi un deuxième champ de recherche en neurosciences qui, résolument, fait rupture avec les modèles de déficit, et c'est le modèle des excès de fonctionnement, qui postule que l'autisme, c'est l'anormalité plus quelque chose, ou l'anormalité moins quelque chose, plus quelque chose. Alors ces modèles sont beaucoup moins diffusés, parce qu'ils ne sont pas conformes au modèle dominant neurobiologique, qui est, en fait, on va le voir pour conclure, beaucoup plus un modèle sociologique et politique de l'autisme qu'un modèle scientifique, mais ils existent. Et il y a un problème, c'est qu'ils collent assez bien avec la clinique, pourvu qu'on écoute la clinique autrement. Alors je cite quelques excès. Un article qui est resté confidentiel, mais moi je ne sais pas s'il est resté confidentiel, en tout cas moi je l'ai bien aimé, d'Adam Smith, pas l'économiste, c'est plus récent, qui considère que les autistes auraient un déficit d'empathie cognitive, mais un surfonctionnement d'empathie émotionnelle. C'est pas inintéressant. Baron Cohen, qui a développé beaucoup de théories, a aussi développé une théorie de surfonctionnement, que je connais moins bien. Le modèle le plus célèbre de surfonctionnement, c'est le modèle du fonctionnement perceptif augmenté, Enhanced Perception Functioning, de Laurent Motron. Actuellement, dans le champ neuroscientifique, c'est, de mon point de vue, probablement le modèle ou un des modèles les plus solidement appuyés sur les données expérimentales et de la manière la plus rigoureuse. Il faut dire que c'est un modèle qui ne prétend pas expliquer l'autisme. Il ne prétend rien expliquer du tout, d'ailleurs. Il prétend décrire, et ensuite, il ne prétend décrire que la perception. Eh bien, le bénéfice de cette réduction méthodologique, c'est qu'on peut faire de la recherche plus efficace. Et effectivement, l'idée qu'il y a un hypofonctionnement des traitements intégratifs plurimodaux et un hyperfonctionnement des traitements locaux perceptifs, vous connaissez tous cette hypothèse, est une hypothèse tout à fait intéressante. Et puis je termine les modèles de surfonctionnement avec les travaux de Markram, de Lausanne, qui, à proprement parler, n'a pas étudié des autistes, sinon qu'il a vécu avec un autiste de haut niveau pour des raisons familiales, mais c'est un modélisateur d'intelligence artificielle, de systèmes qui simulent l'activité cérébrale. Et il a construit un modèle artificiel qui simule le fonctionnement autistique en partant de 4 dérèglements, si vous voulez, de base: hyperperception, hyperattention, hypermémoire, hyperémotion. Vous voyez comme les modèles résonnent entre eux. On retrouve l'hyperperception du modèle de Motron, on retrouve l'hyperémotionnalité du modèle de la balance empathique. Et l'hypothèse, c'est que pour produire un syndrome autistique, si vous augmentez toutes ces fonctions, vous allez créer en cascade un certain nombre de processus cognitifs qui aboutissent au fonctionnement autistique. Alors c'est intéressant parce que de ce point de vue-là, la clinique visible de l'autisme n'a pas grand-chose à voir avec la réalité
des mécanismes sous-jacents. C'est-à-dire qu'on a une clinique qui finalement constituée de processus qui viennent tenter de réguler des dysfonctionnements premiers qui sont quasiment à l'opposé de ce que l'on voit. Bon, j'anticipe un peu sur ma conclusion. C'est un raisonnement psychopathologique tout à fait traditionnel, de ne pas se fier au visible et de faire des hypothèses sur l'invisible, et d'avoir une vision dynamique. Alors, première conclusion de tout ça, il y a des alternatives au modèle de l'autisme comme déficit, quel que soit le déficit, social notamment, qu'on postule. Hypothèse de surfonctionnement, et un pas de plus, c'est le troisième modèle, qui est actuellement plus un modèle social et politique de l'autisme qu'un modèle scientifique, c'est le modèle de l'autisme comme différence. C'est plus ce qui est revendiqué par un certain nombre de groupes de patients, c'est le courant de la neurodiversité, mais c'est aussi une vision de l'autisme qui trouve quelques arguments dans les travaux que je viens d'évoquer. Bien sûr, il y a un dialogue entre certains chercheurs et le courant de la neurodiversité. Et dans son dernier ouvrage, en 2016, Laurent Motron n'hésite pas à aller plus loin que ce qu'il proposait dans son premier ouvrage de 2014, de 2004, l'autisme comme autre intelligence, pour faire encore deux pas de plus. L'autisme comme modalité particulière du développement et comme modalité particulière de la socialisation. Les autismes ont une vie sociale. Ils se socialisent à leur manière. Nous, on voit du déficit parce qu'on voit tout à l'aune de notre autoréférence à notre propre fonctionnement. Bon, on y reviendra, je pense que c'est un débat qu'on pourra avoir dans la table ronde. Alors, il y a là-dedans aussi le retour d'une certaine antipsychiatrie, avec cette idée qu'il y a une stigmatisation de l'originalité du patient par le regard social et par la référence à la norme. Mais après tout, c'est un rappel qui n'est pas forcément mauvais pour nous tous, parce que c'est tellement facile de considérer qu'on est plus normaux que les patients et que, dans le fond, globalement, ils fonctionnent un peu moins bien que nous. Bon, c'est une tentation à laquelle on est tous soumis, oui. Bon. Alors l'antipsychiatrie est sans doute allée trop loin dans la définition du trouble uniquement par la réponse sociale inadaptée, mais ça ne veut pas dire que la réponse sociale est toujours adaptée. Et en tout cas pour les autistes, c'est bien ce qu'ils revendiquent actuellement. Les autistes qui parlent revendiquent avant tout qu'on les aide à vivre dans le monde, pas forcément qu'on les transforme en non-autistes. Deuxième conclusion, quand on fait une revue de littérature que je vous ai épargnée, j'ai juste donné quelques éléments de synthèse, c'est que la référence exclusive à la dimension sociale ne convient pas, ne suffit pas à définir l'autisme. C'est-à-dire que dans le fond, est-ce que c'est l'anomalie sociale qui est au cœur, qui est le noyau, on dirait le corps de l'autisme, ou est-ce que c'est quelque chose qui se construit à partir d'un dysfonctionnement premier d'une autre nature, les particularités de la pensée, de la mémoire, de la perception? Je ne fais qu'ouvrir la question. Ça ne veut pas dire que les autistes n'ont pas des particularités sociales, ça veut simplement dire qu'ils n'ont pas que ça. Et là, les témoignages d'autistes de haut niveau et les travaux de neurosciences ont beaucoup aidé à éclairer toute cette autre dimension de l'autisme, que sont les particularités de la perception, de la mémoire, mais plus encore de la pensée. Alors le problème, c'est que la pensée, c'est probablement ce qu'il y a de plus important. C'est le terme qu'on emploie tout le temps. On baigne dans nos pensées. Alors si vous cherchez pensée et neurosciences, pas grand-chose. La pensée, tout de suite, la perception, la mémoire, l'attention, ça va. La motricité, les fonctions exécutives, c'est bien. Mais alors la pensée, c'est pas trop... Bon, et en même temps, ça existe. Et quand on dit, par exemple, ces travaux quand même nous montrent que les autistes ont une pensée visio-spatiale dominante et non pas verbale. Ils ne pensent pas comme nous. Donc comment s'entendre avec des gens qui pensent aussi différemment de nous? C'est un vrai problème de traduction. Je fais citer le fait qu'ils ont un rapport à la vérité et à la logique, qui n'est pas du tout celui de l'ordinaire, qui est sans doute en rapport avec ces particularités de leur pensée. Et là, on est confronté à ces grandes questions.
comment est-ce qu'on articule le social et le non-social dans les modélisations de l'autisme. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'un cause l'autre? À mon avis, c'est indécidable. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde un peu le champ de publication et de recherche, on a d'un côté ce que j'appelle un suprémacisme social, c'est de dire tout vient de l'anomalie de l'intersubjectivité, du social, du relationnel, et tout le reste, ça en découle. À mon avis, c'est un peu un biais méthodologique, c'est lié au fait que le social, c'est notre outil d'observation des autres, alors on voit tout d'abord avec ça. Inversement, il y a un certain nombre de modèles cognitifs qui postulent que c'est le suprémacisme non social, c'est que tout vient d'anomalies ailleurs, dans la perception, dans la mémoire, dans la pensée, et que ce qui est social en découle. Et puis il y a une dernière hypothèse, évidemment, c'est que c'est ni l'un ni l'autre, c'est que nous sommes confrontés à un processus qui produit et l'un et l'autre, mais qu'on ne voit pas, et qui nous empêche de comprendre pourquoi l'autisme est ainsi composé de particularités dans deux dimensions tellement différentes, celle de la psychologie et celle de la physique, pour dire les choses simplement. Je passe là-dessus parce que je n'ai pas le temps. Alors je vais conclure sur les conséquences de cette... Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que si on veut être rigoureux, nous n'avons pas un modèle dominant, consensuel de l'autisme en neurosciences et en sciences cognitives. Nous avons une diversité de modèles et d'hypothèses, suivant ce qui est privilégié, suivant l'importance de la référence au déficit, suivant qu'on prend en compte prioritairement les anomalies interpersonnelles, sociales, ou celles de la perception, ou celles de la mémoire, ou celles de l'intelligence, ou celles du langage, et que tout ça est loin de faire unité. Mais en revanche, ça c'est quelque chose peut-être sur quoi on reviendra, il y a un discours, je dirais, politique sur l'autisme qui apparaît très consensuel, que celui qu'on trouve dans les plans, dans tout ce qui organise les dispositifs de soins, soi-disant en référence aux sciences. Si on lit les sciences d'un peu près, c'est moins simple. Les sciences sont cacophoniques. J'ouvre juste un débat, un point de débat. Parmi les spécialistes de l'autisme dans le champ des neurosciences et des sciences cognitives, il y a actuellement une guerre entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre l'intervention précoce. Ça ne fait pas du tout consensus. Je ferme la parenthèse. Alors, conséquences. Pour la recherche, je crois que tout ça, ça interroge, même si ce n'est pas exactement le thème ici, la manière dont on étudie les autistes. Parce que les protocoles de recherche sont imprégnés par les préjugés que l'on a sur leur mode de fonctionnement et sur le fait qu'ils fonctionnent suffisamment comme nous pour qu'on puisse les mettre dans un cadre expérimental et interpréter les résultats. Ce n'est pas si simple. Par exemple, les fameuses études sur l'eye tracking. Vous connaissez tous ces études. On met un autiste devant un visage et puis on s'aperçoit que nous, les non-autistes, on regarde surtout les yeux et puis qu'eux, ils jettent un ou deux regards sur les yeux et puis ils centrent sur la bouche. Ben oui, mais ce que l'eye tracking nous montre, c'est ce que le sujet regarde. Ce n'est pas ce qu'il voit. Une différence quand même importante. Si les modèles de surfonctionnement disent vrai, il lui suffit d'un regard sur les yeux pour extraire l'information. C'est tout. Et les déficitaires, c'est nous. On passe notre temps à regarder le regard des autres pour savoir ce qu'ils pensent, parce qu'on a beaucoup de mal à traiter l'information. Bon, je fais cette proposition juste pour nourrir le débat. Quant aux paradigmes expérimentaux, ils sont tous fondés sur l'idée que la représentation de la chose vaut pour la chose. Que la photo d'un visage, c'est comme un vrai visage. La première chose que vous dit un autiste, c'est que pour lui, une image, c'est une image, et qu'une chose, c'est une chose, et que ça n'a rien à voir. Ça pose problème. Alors, deuxièmement, pour la thérapeutique et pour l'éducation, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un courant qui est en train de croître et qui consiste à non plus concentrer ses efforts sur ce que l'autiste ne sait pas faire, pour le rééduquer, mais beaucoup plus à concentrer ses efforts sur ce qu'il sait faire et sur ce qu'il aime faire, pour en quelque sorte rentrer avec lui dans une dynamique de motivation, de plaisir
et de bon fonctionnement. C'est une question générale en sciences de l'éducation. Si à chacun d'entre nous, on va nous confronter 12 heures par jour à ce qu'on ne sait pas faire et aux domaines dans lesquels on est les plus mauvais, je ne suis pas sûr que ça produise des résultats extraordinaires. Bon, c'est du bon sens. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on a une rupture avec une première version, par exemple, de l'ABA, où on se concentrait sur la correction des comportements inadéquats et la production de comportements adéquats, pour s'intéresser beaucoup plus à ce que les autistes savent bien faire. Et après tout, respecter ce qu'ils savent bien faire. Alors, ça, c'est ce que défend Laurent Motron dans son dernier livre sur l'intervention précoce. Utiliser les forces plutôt que d'essayer de taper sur les faiblesses. C'est ce qu'a présenté récemment Ron Suskind, ce journaliste américain qui est rentré dans le monde de son autiste totalement enfermé dans son univers, en partageant avec lui sa culture. Sa culture, c'était le monde de Disney. Il s'est immergé dans le monde de Disney avec son fils. Il a rencontré son fils, en tout cas, c'est ce qu'il raconte. C'est ce qu'on retrouve dans les interventions précoces de type ESDM, Early Start Denver Model, de Geraldine Dawson, où on part des intérêts spontanés de l'enfant, de ses motivations propres, pour ensuite l'entraîner dans l'intersubjectivité et dans l'interaction, mais en gros, où on ne lui impose rien qu'il n'ait pas envie de faire lui-même, spontanément. Alors, je conclus, pour de vrai. Est-ce que tout ça n'augure pas une forme de retour à une psychopathologie? Alors moi, je suis résolument optimiste, donc je dis oui, à condition qu'on le veuille, à condition qu'on le décide. C'est-à-dire qu'on n'ait pas peur des sciences expérimentales, mais au contraire, qu'on y prenne tout ce qui peut nourrir notre pensée et notre pratique. D'abord parce que le modèle du déficit, clairement, dans l'autisme, trouve ses limites, et que s'impose beaucoup plus un modèle de l'anomalie. Et là, je fais référence à l'anomalie au sens de Canguilhem, la particularité, l'originalité, la différence de certains par rapport aux majoritaires. Et il n'y a pas de normes, il y a juste des anomalies. D'autre part, le fait que cette lecture neuroscientifique redonne une valeur de régulation homéostatique à un grand nombre de symptômes ou de comportements autistiques, par exemple le modèle de Markram, mais les autres aussi. D'autre part, parce qu'il y a une prise en compte croissante dans le champ des sciences expérimentales des dimensions intersubjectives, familiales et sociales. Je ferai juste référence au fait que toutes les méthodes d'intervention pour autistes, comme le Denver ou le PACT, le pacte de Jonathan Green, développe une ligne spécifique, travail avec les familles et avec les parents. Alors, ça se critique, c'est juste un constat. Je ne fais pas l'apologie de quoi que ce soit, je constate que c'est socialement et anthropologiquement intéressant. Et puis, parce que finalement, les pratiques qui sont défendues par un certain nombre de chercheurs sont fondées sur la compréhension de l'expérience subjective originale de l'enfant ou de l'adolescent ou de l'adulte, et le respect d'un certain nombre de ces caractéristiques, à condition qu'elles ne soient pas dangereuses pour lui, bien sûr. Et corrélativement, est-ce qu'on ne voit pas se produire actuellement une nouvelle vague de désinstitutionnalisation qui, moi, m'évoque un peu celle dont j'ai beaucoup entendu parler, par Jacques Hockman notamment, dont j'ai juste vu les conséquences, que je n'ai pas eu la chance de partager, mais qui s'organise aujourd'hui autour de l'autisme. Alors qui remet fortement en cause la manière dont les pédopsychiatres s'occupent d'autisme. Oui, bien sûr, mais après tout, être remis en cause, c'est une chose heureuse, c'est aussi une chance. À nous de voir vers quoi on veut se diriger. Voilà les quelques points que je voulais ouvrir pour la discussion ensemble. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Nicolas pour tout ce que tu viens de nous
raconté. Et je voudrais encore une fois te remercier du fait que tu as accepté ainsi à la dernière minute et tu nous as offert toute la finesse de ton discours et de ta richesse d'études. En plus, je voudrais dire, j'ai retrouvé dans ta façon de présenter la façon très scientifique de Jacques Ockman. Le fait de présenter une position et de la discuter, de la dépasser, d'aller en avant. Et je pense que c'est effectivement l'effet d'une école que est très important. Et voilà, je vais passer la parole à Alberto Lasa, que tout le monde ici connaît, évidemment. Et donc, je dirais simplement un mot, à part le fait qu'il est l'organisateur de ce colloque avec les autres collègues. Et il est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ici à Bilbao, psychiatre et psychanalyste. Et il est depuis le premier colloque, le premier congrès de l'AEPA, il est membre de l'AEPA et toujours très actif. Il nous a toujours apporté ses présentations cliniques avec une qualité particulière. La qualité est la façon de mélanger l'humour avec la science. Et bon, à toi, je sais que tu vas nous raconter l'histoire d'un cas singulier. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Lenio Rizzo y a Nicolás Georgiev que hayan aceptado sustituir a dos personas muy vinculadas a la historia de esta sociedad, como son Juan Manzano y Jacques Ockman. Como acaba de anunciar Lenio, yo voy a hablar de clínica, y más exactamente voy a hablar de un solo caso clínico. Eso sí, un caso clínico que yo he seguido durante 30 años, desde que se creó el servicio hasta que me retiré del servicio. Bien. Me voy a situar en continuidad con las palabras con las que yo creo que terminé mi última intervención en un congreso nacional español, que algunos recordarán, que era citar a un autor que yo admiro mucho, que es Elias Canetti, allí donde dice: la principal tarea humana consiste en que, dice, quien no desea ser olvidado debe dejarse ver y debe dejarse oír. Y un poco más adelante dice: la primera prueba de respeto hacia los seres humanos consiste en no pasar por alto sus palabras. Bien. Entonces, en continuidad con estas palabras introductorias, decir que yo he titulado mi texto Palabra de psicótico y no palabra de autista. Estoy entre los que quiere reivindicar ciertos términos en trance de desaparición, como son psicosis infantil o como es histeria, por ejemplo. Y también testimoniar de lo que es la palabra de un paciente. Por tanto, un acompañamiento terapéutico, diré, lo de si es terapéutico o no, incluso eso está abierto a debate tras esta exposición, pero si no es un acompañamiento terapéutico, por lo menos yo creo que sí es un acompañamiento que yo llamaría vital, que obviamente remite a la noción de testamento vital y, por no ponerme muy serio, remite también a lo de un testimonio vital, el testimonio de la vida de un niño psicótico que en este momento ya ha superado los 40 años. Yo le conocí cuando tenía 10. Él venía, hacía unos meses, había ido a visitar a otro personaje famoso que ha sido citado esta mañana, el profesor Ajuriaguerra,
para los franceses, Ajouriaguera. Bien. Le vio a este niño, él ya estaba retirado a un centenar de kilómetros de aquí, los padres le llevaron, conversó con este niño, los padres fueron como quien va a ver al oráculo, y lo que dijo el oráculo es: ustedes dicen que este niño es autista, varios profesionales lo han dicho, y seguro que es verdad. Pero yo les voy a decir una cosa, ahora autista no es. Dice, tiene demasiadas ganas de hablar. Bien. Así que yo les aconsejo que vayan a ver, palabras textuales, a alguien que tenga tiempo, que tenga paciencia y que le gusten este tipo de niños. Y bueno, pues al de un tiempo dieron conmigo, que pensaron los padres que yo reunía estas condiciones, y así empezó nuestro periplo. La historia clínica retrospectiva de un niño que ya cumple 10 años, pues o me eternizaré resumiéndola, pero yo sintetizaré diciendo que la madre y el padre contaban que siempre había sido un niño muy retraído, muy especial, muy silencioso, muy sensible y muy huidizo. Habían intentado integrarle en 2 instituciones que entonces había para niños psicóticos, la segunda recién creada por una asociación de padres, y le sacaron rápidamente porque entendían que los demás niños que estaban en su grupo les parecían demasiado deficientes para que su hijo conviviera con ellos. Y de esta manera optaron por llevarle a una escuela entonces pionera que empezaba con un programa de integración escolar, con una política de integración escolar. Decían los padres, no lo he dicho, este paciente forma parte de una fratria bastante numerosa, cosa no muy frecuente entre los autistas, y los padres decidieron que el que le sigue le acompañara en esta escuela, mientras que los demás hermanos continuaban en el centro escolar en que ya estaban integrados previamente. De este momento inicial yo les diré que yo me esforcé mucho porque los padres respetaran las particulares lecturas de este niño que a todo el mundo le parecían inapropiadas. Leía cosas raras de climatología, de zoología, de animales, comportamiento de los animales, y escolarmente no le interesaba absolutamente nada lo que la escuela le ofrecía. Los padres fueron respetuosos con este comportamiento mío, que consistía en una especie de entrevistas en donde en una semiclandestinidad compartida yo le preguntaba cosas acerca de sus lecturas y en donde dejábamos absolutamente de lado lo que era su rendimiento escolar, sus actividades cotidianas en la escuela, etc. Diré, porque me parece que en mi entendimiento de lo que hay que hacer con un autista, yo creo que es un mango con 3 patas: qué hacer con los padres, qué hacer con la escuela y con quienes participan en la educación del niño autista, y qué hacer con el propio niño, qué tipo de abordaje terapéutico u otro podemos ofrecer desde los servicios específicos de salud mental. Los padres se empeñaban inicialmente en dar una impresión normalizada del niño, pero no tardaron mucho en decirme pues, que les preocupaba que no tenía relaciones absolutamente con nadie. Y de hecho, sus compañeros le llamaban diversas cosas, el marciano, por ejemplo, y posteriormente los compañeros ya se modernizaron y le llamaban el friki. Se anglosajonizaron también los compañeros. Bien. Diré que si algo me llama la atención de estos 30 años, casi 30 con los padres de contacto compartido, ellos fueron, yo diría que extraordinariamente, no entendían nada de lo que hacíamos, pero tampoco se metían mucho y insistían mucho en una cuestión. Él dice que tiene que venir y que tiene que venir a todo precio y que no puede faltar, y se pone muy pesado cuando se acerca la hora y tiene que llegar extraordinariamente puntual, etcétera, etcétera. Bien. Estos padres, como otros, obviamente planteaban el problema que tenemos siempre, el problema del dolor
y la cólera, la irritación de los padres extremadamente dolidos desde el punto de vista narcisista. Abro la cuestión entre paréntesis de qué hacer en este tipo de situación, porque es una situación, la de los padres me refiero, difícil de cuidar y, como bien sabemos, sobre todo por hechos recientes, muy fácil de ser utilizada, de ser mal utilizada. Me refiero a esta cólera, esta insatisfacción de los padres que no soportan esa situación. Bien. Con la escuela he pasado, bueno, eran los inicios de la integración a la italiana, se decía entonces. El planteamiento inicial, la psiquiatría es marginadora, la escuela también. Yo entonces, que era más joven, lo compartía, pero luego, bueno, en mi convivencia con la escuela hemos ido viviendo diferentes cosas. Y yo diré, tanto en lo que se refiere a los padres como en lo que se refiere a los profesionales de la enseñanza, que podemos ganarnos su respeto si sabemos transmitir el respeto que sentimos por el sufrimiento psicótico. Yo creo que cuando se explica a alguien, este niño sufre de tal manera, o creo que sufre, o creo entender que le está pasando esto, generalmente es algo que despierta una cierta solidaridad, incluso en otros ámbitos profesionales, o incluso por parte de no pocos padres. Bueno, primer encuentro, inolvidable. ¿Qué tal estás? ¿Sabes, Alberto? Esto lo conocéis, porque de este paciente he ido yo hablando en diferentes momentos de estos 30 años. ¿Sabes, Alberto? Se me ha informado de que te llamas Alberto. ¿Sabes que se acaba de instaurar la veda de los salmónidos? O quizás sepas o no sepas lo que son los ciprínidos. Bien, os podéis imaginar mi situación. Seguimos andando y antes de entrar en el despacho me dice: acabo de observar que los cimientos de este edificio han sido construidos sobre un cultivo de cucurbitáceas. Bien, bastante perplejo, le invito a sentarse y ¿por qué no me dibujas y me hablas de estas cosas que tú conoces también? Bien. Entonces hizo 2 dibujos, primera sesión, una escena de caza y una escena de pesca. Aparentemente no hablaba, pero inclinado hacia el dibujo, musitaba cosas, murmuraba cosas difícilmente perceptibles, pero con una mímica muy estereotipada, muy misteriosa. Pero yo me pude dar cuenta, me pude percibir en su voz baja que hablaba de asesinatos, de cadáveres enterrados, de animales cazados y destripados, de animales reventados y aplastados y toda otra serie de horrores. Ya desde entonces aparecía una cosa bastante clara, que este chico tenía 2 registros de comunicación. Si estaba a solas con alguien, a su manera dejaba emitía, digamos, estos mensajes bastante inquietantes. Cuando estaba en un espacio más social, era un auténtico papagayo que recitaba sus conocimientos. Por ejemplo, en esta primera consulta me habló de proboscídeos y de monotremas. Otro aspecto ya presente desde esta primera consulta, y ligo con lo que acaba de decir Nicolás Georgiev, es que yo siempre he habido la sensación durante 30 años que no me miraba, que evitaba mi mirada. Y sin embargo siempre he tenido la sensación de que no necesitaba mirar porque lo veía todo. De hecho, Bilbao no es muy pequeño y supe a través de los padres que había momentos en que él me percibía por la calle a distancia y describía a los padres con todo tipo de detalles, cómo iba vestido, con quién. Yo no lo sabía, que me había visto, pero él me veía. Bueno, esta historia de la caza y la pesca nos llevó a un montón de sesiones caracterizadas, como conocéis los que tenéis actividad clínica con estos niños, caracterizada por las repeticiones interminables, por la exigencia a veces sádica de desarrollar determinado juego con los mismos detalles, con la misma precisión, etc. Los juegos siempre tornaban en torno a cuestiones de caza y pesca. Era una cosa monótona, repetitiva. Yo tenía que cazar o pescar, como he dicho,
con los detalles que él me exigía, y os podéis imaginar que en esta monotonía y lentitud pues a mí me entraron muchas dudas. Lo que me mantenía un poco la esperanza de aquí, parece que algo se permeabiliza, era que obviamente las interpretaciones no cabían, ¿eh? Lo más que yo podía hacer es, a través del juego, camuflar con muchos rodeos y a través de personajes interpuestos de manera fragmentaria y a pequeñas dosis algunos elementos que pertenecían a reconstrucciones posteriores. Por ejemplo, este policía, que es un asesino, parece que ahora se dedica a curar a los ladrones, por ejemplo. O, por ejemplo, otra cosa que tengo por ahí anotada, yo le comentaba, me parece que es la primera vez que este ladrón de animales está triste y que lloraba por lo que había hecho. Él nunca reaccionaba a este tipo de comentarios y yo sé posteriormente que esto se iba depositando. ¿En qué se iba depositando? Se iba depositando en su capacidad de desarrollar un juego narrativo. Tengo que decir que en aquella época yo hacía una formación psicoanalítica oficial y que de parte de mis supervisores lo que me proponían era intervenciones clinianas muy activas. Yo venía de mi experiencia ginebrina, durante muchos años había oído a René Diatkin, cuando había una interpretación de este estilo, que decía, pero ustedes no saben que no hay que contar obscenidades a los niños, y menos a niños de este tipo, con lo cual yo ahí, bueno, pues joven psiquiatra y psicoanalista en formación que era, pues tenía que encontrar mi punto de equilibrio a la hora de proponerle a este chico comentarios acerca del juego que íbamos desarrollando. Bien. Mi duda principal, obviamente, era si una relación terapéutica tan costosa compensaba los lentos y pequeños cambios logrados, pero por otro lado, de alguna manera, vinieron en mi apoyo los textos de Jack Usman acerca de desarrollar la narratividad de estos niños de la misma manera que yo recordaba las propuestas de Diatkin, en el sentido de que nuestro papel era permitir configuraciones creativas sobre las que un niño psicótico pudiera narrar, organizar algún tipo de discurso comprensible. Bien, algún tiempo después, en este contexto, él me propuso un nuevo juego previo a un suceso importante. No he dicho que yo le había visto a este chico desde los 10 hasta los 23 años, una vez por semana, excepcionalmente 2, que durante muchos de estos años teníamos la ilusión de que abriríamos un hospital de día y podríamos integrarle. Finalmente se abrió el hospital de día, pero a él ya se le había pasado la edad. Bien. Y, por tanto, toda nuestra relación fue ambulatoria. A partir de los 23 años, hasta mi jubilación, cuando él tenía algo más de 40, nos hemos visto muy regularmente una vez al mes. Este ha sido mi intercambio, mi convivencia con este niño. Bueno, un año, la vuelta de vacaciones se retrasó un poco por mi parte. Yo tuve unas vacaciones un poco más largas y me sorprendió que al vino y me tiró sobre la mesa una bola de papel muy arrugado que yo, al desplegar, vi una maraña de trazos, un ovillo de trazos, y al preguntarle qué es esto, él, muy analítico, me dijo, es el plano de mi pueblo, donde él pasaba el verano. Aquí está la panadería, aquí está el kiosco, aquí está la piscina. Entonces, yo le dije, hombre, si lo hubiera tenido, a lo mejor hubiera ido a buscarte a tu pueblo y te hubiera podido encontrar antes de lo que nos hemos visto. Es quizás que yo recuerde, creo poder decir que es la única interpretación transferencial que yo hice en 30 años. Bien. Él volvió a arrugar la bola de papel, sonrió, se la guardó en el bolsillo y se marchó silenciosamente, pero a continuación desarrolló un nuevo juego. El nuevo juego era: yo voy a darte pistas para que tú encuentres lo que yo escondo. Entonces era un juego semidivertido, semirepugnante,
en donde él escondía todo tipo de cosas, objetos que recogía del suelo, objetos que sacaba de un cajón de mi despacho, objetos que traía chupaos y lamidos en sus bolsillos, y bueno, él los escondía y yo los tenía que buscar. Evidentemente, mi idea era que entonces ya tenía más, debía estar por los 12, 13 años, recordaba ciertos acercamientos corporales de los niños autistas pequeños y yo pensaba que se trataba de un acercamiento entre sus cosas y las mías, entre su cuerpo y el mío, y más concretamente entre sus deyecciones corporales y su deseo de guardarlas en mi cuerpo, o por lo menos en los apéndices de mi cuerpo, mis cajones, mis objetos, etc. Bien. Esto se transformó poco a poco en un yo me escondo y tú me buscas, que era recíproco, intercambiamos el turno, y entonces pasamos una fase bastante curiosa en donde decía: tú te encierras en el armario y yo te busco. Da la casualidad que yo tenía un despacho con muchos armarios, y bueno, me escondí allí, entonces él desde fuera me iba dando órdenes. Algunas veces me tenía que esconder, decía él, embalsamado como una momia, me rodeaba con papel higiénico. Otras veces me llamaba: tú eres el encerrado amortajado. Mientras yo estaba encerrado, decía, bueno, a ver ahora qué pasa. Él cantaba en el exterior del armario, en mi despacho, cantaba aleluyas, decía él, aleluyas a la gloria de Cristo y a su resurrección. Gracias a él, gracias a esos cánticos, según él, estos cánticos tenían que resucitarme, dice, y luego tendrás que salir vivito y coleando. Yo tenía que hacer gestos de salir vivito y coleando. En fin, yo he practicado mucho el psicodrama, pero todavía soy lo suficientemente pudoroso como para no montar aquí un número descriptivo de cómo esto ocurría. Pero el caso es que la felicidad duraba poco, porque yo salía allí vivito y coleando y el tío hacía ¡pam! Muerto. Te he atravesado la garganta con mi anzuelo, etcétera, etcétera. Bien, sabéis que era una cosa que rápidamente derivaba a una relación, no sé, por decir algo diré sadomasoquista. Te he pescado como una anguila, me decía muchas veces. Bien. El caso es que este juego, que cada vez se semejaba más a un juego psicodramático, fue ganando en plasticidad y en flexibilidad. Él fue pudiendo hacer roles más abiertos y más expresivos. Había momentos en que yo debía gritar y mostrarme aterrorizado, y era muy exigente en que yo gritara de verdad, con lo cual tengo que explicaros el setting particular de que disfrutábamos. Yo le veía a este chiquito en horario de tarde, cuando el resto de las consultas estaban vacías o semivacías, y había otros niños psicóticos que también venían a compartir el espacio de las consultas con otros niños, yo diría que más afectados que él todavía por procesos psicóticos. Tengo que decir que mi principal ayuda en esta época, aparte de mis compañeros, fue la de una señora de la limpieza, que debía tener particulares calidades perceptivas, porque 25 o 30 años después, que todavía la vemos, ella pregunta sistemáticamente por cada uno de estos niños, recuerda cosas que compartió con ellos, y este niño, cada fin de año, este niño que ya no lo es, preguntaba igualmente por ella, ¿dónde está? ¿Qué es de ella? Etcétera, etcétera. Con lo cual apunto a otra de las calidades, no sé si hay que decir intersubjetivas, empáticas, de estos niños que tienen la reputación de ser insensibles. Bien. ¿Qué pasaba entre tanto fuera de la consulta? ¿Cuál fue su periplo educativo? Bueno, un periplo educativo que también fue el mío, porque pasaban muchas cosas. Yo creo que a nivel de su escolaridad él siempre osciló entre, bueno, él y las personas que se relacionaban con él oscilaron siempre entre dos polos. Un polo que era el polo de la irritación. Este niño es un pesado, es insoportable, y el otro polo, que era el polo de la protección maternal. Es decir, este niño despertó mucho cariño en algunas personas. No solo despertó mucho cariño en algunas personas, sino que hizo que personas que no teníamos nada en común,
pudimos relacionarnos para hablar de él y de los problemas que él tenía y de cómo hacemos frente a esto o cómo hacemos frente a lo otro. Bien. Como a él le gustaba mucho la agricultura, los animales, etcétera, intentamos que hiciera una formación profesional en una escuela tipo granja, de la que fue rechazado, textual, porque sus resultados en matemáticas eran decepcionantes. Bien. En vista de lo cual, yo hablo de un periplo, yo podría escribir una novela de mis conversaciones tratando de explicar qué es lo que conviene a este niño y qué es lo que entendía la gente de lo que yo proponía como algo conveniente para este niño. Bien. En fin, por ejemplo, hubo unos profesores que entendieron que como él era minucioso, tenía que dedicarse al dibujo técnico. Y él, que siempre ha sido un chico muy obediente, pasó noches hasta altas horas de la madrugada haciendo dibujo técnico con una precisión increíble. Cuando llegaba con los dibujos técnicos, siempre le decían: esto no lo has hecho tú, te habrán ayudado tus hermanos. Este tipo de situaciones eran constantes. El caso es que aterrizó en una escuela de hostelería. Como yo había insistido bastante que para este chico lo del contacto directo con el público era lo más complicado, pues alguien pensó que qué mejor que la hostelería. Entonces, bueno, le sirvió para aprender idiomas. La cuisine française, por ejemplo, era un tema que a él le motivó mucho. Diré de pasada que me aprovecho para decir que el texto está escrito, lo podrán leer en la publicación que se haga del Congreso, pero pido excusas a las traductoras y agradezco su flexibilidad porque voy haciendo saltos sobre la marcha y no estoy respetando el texto escrito. El caso es que se acercó a su periodo de prácticas de hostelería, aquello no funcionaba bien y ocurrió un suceso milagroso. Es que le dijeron: ya pasas al periodo de prácticas. Y entonces la escuela de hostelería, como todas, tenía un comedor donde recibía gente y le dijeron: venga, vete a servir la sopa. Entonces él fue con una sopera hirviendo, tropezó y la sopa hirviendo cayó sobre la mesa. Él tuvo quemaduras importantes en las manos. Y lo interesante del asunto es que ni él, ni los padres, ni la escuela me contaron nada de este incidente. Al de unos meses, cuando se planteó, ahora lo detallaré, el tema de que abandonara esta escuela, me contó, dice: bueno, te han hablado mis padres y no sé si te habrán dicho que he tenido un incidente. Entonces me cuenta este episodio y le digo, iba yo a decirle algo y me dice: quieto, no me digas nada. Dice: los clientes salieron indemnes. Tras de lo cual soltó una carcajada. Bien. Bueno, me vino bien porque los padres me habían propuesto que este hombre hacía tales esfuerzos de adaptación a la escuela de hostelería que me dijeron: ¿por qué no le dijeron por qué no le decimos? Pero en realidad, ¿por qué no le dices que hemos pensado que abandone esta escuela? Yo dije: bueno, no tengo inconveniente en decírselo. Les dije a los padres porque estoy bastante convencido de que para él va a ser un alivio. Entonces llega y digo: hablo con tus padres, hemos decidido que igual era el momento de que abandonaras esta escuela. Antes he dicho que nunca me miraba, no he dicho que a veces cuando quería subrayar algo no solo no me miraba, sino que hacía un gesto así, mirando a un húngaro perdido del despacho. Y me dijo, y esto sí que lo tengo que leer porque en su día lo apunté, me dijo: Alberto, no sabes tú cuánto. Yo le dije: creo que esto te va a aliviar. No sabes tú cuánto. Hizo un silencio y dijo: no puedo sino repetirte lo que dijo el deán rojo de Canterbury. Dimito, pero no porque haya menguado mi entendimiento, sino porque se ha agotado mi paciencia. Impresionado, podéis imaginar, le dije: hombre, pero ¿de dónde sacas eso? Y otra vez, con la misma actitud, mirando al infinito,
Lo acabo de leer en un libro de Vallejo Nájera. Para los españoles, Vallejo Nájera es un psiquiatra conocido por haber escrito muchos libros de gran divulgación, de mucho éxito comercial. Lo acabo de leer en un libro de Vallejo Nájera. No sé si sabes que es un psiquiatra famoso. Silencio. Ha muerto recientemente. Y en ese momento sale, cosa que hacía 5 minutos, sí, me da tiempo. En ese momento sale del despacho, como ya hacía en sus juegos. He pasado con este niño mucho tiempo en el pasillo o detrás de una puerta entreabierta. Entonces se encerraba en el servicio y se sometía a todo tipo de abluciones y lavados. Yo respetaba este espacio íntimo. En ese momento, que yo creo que iba a romper a llorar después de anunciar la muerte del psiquiatra, pues ahí se fue, creo que para enjuagarse un esbozo de lágrimas. Al de un rato volvió y me dijo: has de saber que intento leer todos sus libros. No dije nada, porque me pareció bastante claro que él había percibido, que yo había percibido su tristeza, y él percibió bastante claro que yo también había percibido que al hablar del psiquiatra muerto, pues también estaba hablando de mi futura o posible ausencia. Bien, tengo que terminar y diré en qué se ha convertido, en qué adulto se ha convertido este. Bueno, pues para empezar, fue el primero entre todos sus hermanos que tuvo un empleo remunerado. Inicialmente trabajó en estos cupos que las grandes instituciones tienen para minusválidos. Trabajó en una gran institución pública como sustituto encargado de transportar el correo interno. Ya existía Internet, pero había cartas que tenían que ser entregadas en mano. Como Bilbao es muy pequeño, yo tuve ocasión de informarme de que nunca jamás ningún funcionario fue tan preciso como este chico. Y me añadieron una cosa, dice: el único problema, dice, es como le preguntes algo personal. Bien. ¿Qué es lo que pasaba cuando le preguntaban algo personal? Que empezaba sus declamaciones, que no he contado, pero ya he dicho que era un experto en climatología, en zoología y en otras muchas cosas, pero sobre todo era un experto en política local. Con lo cual, cada día que llegaba yo le decía: ¿qué tal estás? Y él me decía: se ha celebrado en el Parlamento la sesión definitiva para la Ley de Territorios Históricos y el diputado fulano de tal, perteneciente a tal partido, ha apoyado no sé qué moción. Y dice: estoy bien, gracias. Bien. Esta cuestión de rodear o de trufar un discurso interminable, farragoso y demás, y introducir pequeñas cuñas referidas a su vida cotidiana, a sus dificultades personales, se hizo una cosa tan cotidiana que yo sabía que cuando la letanía se repetía una segunda vez y una tercera vez, me estaba diciendo algo que yo no había captado. Bien. ¿De qué hablaba? Pues de cosas interesantes. Después de ser mensajero en esta gran institución, al final fue contratado como responsable de todos los arreglos de una urbanización de muchos apartamentos, donde sus padres habían veraneado y donde él conocía la mayor parte de familias que habitaban en este vecindario. Y aparte de eso, otra cosa que no he dicho, con el tiempo se había convertido en un gran pescador. Su padre, que era también un gran pescador, al que todos los demás hijos le decían: vete a pescar porque es muy aburrido, estableció con este chico, era su único acompañante, que con el tiempo se convirtió en un experto pescador y con sus primeros dineros, en esta villa donde ejerce de cuidador de apartamentos, se compró un pequeño bote en el que sale a pescar y que le ha servido para hacerse un experto en mareas, temporales, cebos de pesca, etc. Con lo cual, hablar con él para mí es muy divertido.
para cualquiera que no sea yo, es un pesado de tomo y lomo. Bien. Puedo decir que en el pequeño pueblo donde él practica la pesca se ha convertido en un personaje de referencia, de tal manera que entre los pescadores, viejos pescadores jubilados, algunos de los cuales es compañero mío de bachillerato, por eso lo sé, dicen, ya podemos ir a sacar el bote, ya hay marea suficiente porque fulano ya ha pasado. Es decir, que él es la referencia, entre otros pescadores, de cuándo hay que ir a buscar el bote. También le han hecho encargado de los planos y trayectos de un grupo de montaña. Entonces, os podéis imaginar lo que es este hombre haciendo un plano y explicándolo. Bien, tengo que cortar. Termino. En estos tiempos en que lo que se nos exige son certezas, aunque sean falsas, bueno, que se puede vender como conclusión cierta de un tratamiento de este estilo, porque como bien sabéis, el criterio fundamental es que tenemos que hacer cosas que prueben su eficacia y que además sean replicables. Es decir, que yo tendría que explicar a la vez que en qué ha consistido este tratamiento, cuáles son sus características especiales para que se les aplique a otros casos parecidos y ver si pasa lo mismo. Veis que esta es la gran paradoja de la posición de quien investiga. A mí me parece que está muy bien investigar, pero una cosa es la verdad científica y otra cosa es lo que yo creo que Hosman ha llamado con y otros autores han llamado la verdad narrativa. En una relación así surgen cosas que son impensables se pueda repetir. Y es Hosman, en uno de sus últimos textos, el que ha citado a Aristóteles, que decía, fijaros ni más ni menos lo que decía, solo puede haber ciencia de lo general, pero solo puede haber medicina de lo particular. Entonces, esto me ha ayudado a mí a decir, bueno, pues ¿de qué hablo en el Congreso? Pues voy a hablar de un caso, a ver qué pasa. Bueno, vuelvo a Juriaguerra. Porque Juriaguerra termino, me queda un minuto, en su plan de reforma para la psiquiatría del País Vasco decía muchas cosas, pero una de las cosas que decía era, los psiquiatras oímos muchas menos historias que otros especialistas de la medicina, oímos menos historias, pero son mucho más bonitas, oímos muy bellas historias, tenía alma de poeta, y añadió, hay que saber una cosa, que para apreciarlas tenemos que perder, anotarlo, la insolencia de la salud. Solo perdiendo la insolencia de la salud se puede apreciar a alguien que hable tus términos. Terminaré para deciros que yo creo que se mire como se mire, en definitiva, yo he tratado de resumir 40 años de carrera en la psiquiatría pública. Cada vez estoy más convencido que solo hay dos psiquiatrías. Una que trata de favorecer la expresión del sufrimiento mental y otra que trata de silenciarlo, o aún peor, de suprimirlo. Ese era mi mensaje. Muchas gracias por vuestra atención. Je crois, cher Alberto, que tu nous as effectivement fait percevoir une narration de beauté, et de cette beauté qui concerne effectivement un rapport clinique, si on peut dire comme ça, clinique dans le sens de l'écoute de la parole de l'autre et de la parole de soi-même. Parce que je ne saurais pas à ce moment si tu as plus donné ou plus reçu de ce garçon ou cette fille. Et justement à propos de l'humour dont je parlais au début. Parce que 40 ans de rapport de ce genre, avec cette profondeur de réflexion, tu nous apprends que ça donne.
ça donne beaucoup. Ce que, par exemple, un diagnostic de TED, de troubles envahissants du développement, tel qu'on aurait pu faire le lancer dans une carrière de malade, n'aurait donné ni à l'enfant, ni effectivement à toi-même, ni aux gens qui ont profité de ta profondeur en apprenant de ton parcours thérapeutique. Là, je regrette, il n'y a aucun temps pour le débat, qui serait très important, très intéressant, mais il est temps de partir pour les ateliers. Et bon, on aura probablement... oui, tu veux que 2 minutes? Voilà. Bon, alors, on a le temps pour 2 questions. Il n'y a pas de micro? Tu veux là? Ah ouais. Tu voudrais dire quelque chose, Nicolas? Très vite, on n'a pas du tout concerté entre nous, mais on a fait le grand écart entre... Moi, j'ai parlé des modèles, mais pas des cas. Vous avez parlé des cas, mais pas des modèles. Mais je trouve qu'il y a eu des effets de résonance. Pardon. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'effets de résonance, et en particulier, alors vous avez illustré, ce qui est quand même tout à fait dans l'esprit de ce que j'ai présenté comme une forme de nouveauté, sauf que vous l'avez fait pendant 30 ou 40 ans. C'est une manière d'être qui consiste à être extrêmement respectueux de ce que le patient amène, à faire beaucoup d'efforts pour le comprendre, mais pas forcément d'essayer de lui imposer des efforts pour vous comprendre. Et vous avez fait quelque chose qui est quelque part entre ce que Laurent Motron appelle la tutelle latérale, hein, et ce que beaucoup de psychothérapeutes d'autistes ont développé avec d'autres références, qui est une sorte d'accompagnement, à la fois en parallèle, en respectant les limitations qu'a votre patient dans un contact trop intense que sans doute il ne supporterait pas. Et je trouve que c'était très illustratif, en tout cas à mes yeux. On est passé de la théorie à la pratique. Voilà. Oui, moi j'ai le Bon, micro. Si. Encore, voilà. Merci beaucoup pour, Lisa Housse. pour ces interventions. Nicolas, je voudrais discuter un petit peu ton modèle que je connais très brillant, mais au fond, c'est comme si tu mettais en tension si c'était soit un modèle de ceci, soit un modèle de cela, mais on peut distinguer plusieurs niveaux. Et pour reprendre à la française de Arjuria Garaude Arjuregara, si j'arrive à prononcer à l'espagnol, si tu prenais son modèle qui disait, au fond, il faut prendre différents niveaux, l'instrumentation, où là, tu peux penser qu'il y a un déficit ou un surfonctionnement, la fonction sociale, la fonction autre, et le fonctionnement de la fonction qui est la manière de pallier les choses. Tu es en 3 niveaux qui ne te contraint pas à choisir entre c'est ou ça dans cette épistémologie du c'est pas ou quelque chose, l'autisme ou quelque chose, mais c'est ça à un niveau, plus ça à un autre niveau, plus un fonctionnement palliatif à un 3e niveau, selon que tu décris le dysfonctionnement ou la privatif, la fonction, et ce fonctionnement qui est parfois en difficulté où tu peux mettre les modalités défensives. Pourquoi on serait obligé de choisir et on ne déclinerait pas une psychopathologie à 3 niveaux et peut-être 4 et 5? Moi, je n'ai pas présenté un modèle personnel, j'ai présenté Oui. l'état de la littérature. Et c'est vrai que quand on la lit, oui, on est obligé de choisir parce que les liens ne sont pas faits. Donc à chacun ensuite de faire les liens et d'essayer de comprendre pourquoi il y a ces différences ou ces écarts de point de vue. Pour aller dans ton sens, je crois qu'il y a un problème. Je vais aller très très vite, mais il y a une carence majeure dans la définition actuelle de ce qu'on appelle les cognitions sociales ou le social. C'est qu'on le restreint aux interactions actuelles qu'ont 2 individus entre eux. Bon. Moi, je pense que c'est une manière... Et j'ai cité un article à la fin qui dénonce ça. Je pense que chez l'humain, tout est intersubjectif. Donc effectivement, que la question de dire il y a les fonctions exécutives, et puis il y a la dimension sociale d'un côté, puis il y a les apprentissages ailleurs, et puis il y a la pensée ailleurs, c'est complètement artificiel. Mais cette idée que tout est intersubjectif, elle n'est pas encore acceptée dans le champ neuroscientifique, qui continue de dire il y a certaines fonctions
pour les relations entre les gens, et puis il y a d'autres fonctions qui n'ont rien à voir. C'est une question quasiment philosophique. Donc effectivement, j'ai essentiellement tenté de montrer en quoi les modèles s'articulaient et quelles étaient les limites de chacun. À chacun après de faire travailler sa pensée. Bon, oui, Albert. No, une seule chose par rapport a... perdón. Con respecto a lo complementario de la clínica que yo he aportado y al planteamiento que Nicolás nos ha traído, yo he dicho que durante muchos años yo pensaba que este chico evitaba la mirada. Con el tiempo pasé a pensar que lo veía todo. Durante mucho tiempo este chico tenía reacciones que a mí me parecían de desconfianza paranoide, como que quedaba paralizado por cosas que ocurrían fuera de la sala. Y con el tiempo yo llegué a convencerme que lo que tenía era un oído extraordinario y que al menos parte de esos movimientos de parálisis que en su día llamábamos persecutoria, tenían que ver con una hiperpercepción que escapaba a mis capacidades. De hecho, creo que muchas de esas parálisis tenían que ver con los movimientos de la señora de la limpieza, que estaba recorriendo todo el consultorio, y que era la encargada, era un secreto que yo compartía con ella, de decirme en qué consistían sus lavados, abluciones y ejercicios secretos en el servicio. Entre otras cosas, él tenía unas prácticas muy ritualizadas de escupir a determinados objetivos y obviamente la señora de la limpieza era la que le tocaba recoger sus eyecciones. Ella me lo transmitía a mí, no a él, jamás le riñó. Sin embargo, es evidente que él sabía que era ella. Por tanto, que él se paranoidizara frente a ciertos ruidos externos que yo en su momento entendía que era algo que tenía que ver con una dinámica paranoide psicopatológica, en realidad yo creo que tenía que ver más con un perfil perceptivo de una capacidad inaudita. Y ligando con lo que nos ha presentado Nicolás, pues realmente este chico tenía limitaciones, pero muchas capacidades extraordinarias. Dicho sea de paso, no todos los autistas son así, porque yo creo que por lo menos en nuestro ámbito geográfico empezamos a percibir esta corriente según la cual todo el mundo quiere que su autista sea un Asperger, como decimos ahora, y sea un autista de altas capacidades, y si no las muestra es porque estamos errando en los planteamientos terapéuticos, o al menos así se nos dice, ¿no?, en ciertas situaciones. Pues es el aspecto sociopolítico al que Nicolás ya ha aludido. Me paro aquí porque estamos incumpliendo el horario. Muchas gracias. Bueno, merci encore.